Salut, ici c'est une chaîne 2 sur la santé mentale et comme tu le sais, j'ai déjà fait plusieurs vidéos pour t'expliquer en quoi psychologues, psychiatres et psychiatrie ne seront pas là pour toi quand il le faudra et que l'on a besoin de penser la santé mentale complètement autrement. Et il se trouve qu'il y a des gens dont le but est d'organiser notre système pour une meilleure santé mentale de tous. Je les ai interviewés, voici l'interview, c'est très intéressant. Ça te donne des pistes concrètes pour faire des choses pour la santé mentale des gens. Et en plus, j'ai réussi à couper la parole que une ou deux fois, ce qui est très fort de ma part. Voilà, bonne interview. Ouais, moi je pense que c'est bien que vous vous présentiez déjà personnellement et puis après on présentera le CCOMS, sachant que personne vous connaît et personne connaît le CCOMS. Donc du coup, autant partir de la base. Ok, ok. Déborah, vas-y, à toi l'honneur. Donc du coup, je suis Déborah Seban. Moi, je suis psychiatre. Je suis responsable d'un service de psychiatrie adulte dans les six communes de l'île Est. Et je suis également directrice du centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale qui se situe également à Lille. Bon, on verra ce que c'est le CCOMS après. On va laisser Fanny se présenter et on verra par la suite. Et moi, du coup, je travaille avec Déborah au CCOMS. Je ne suis pas soignante, ni psychologue, ni psychiatre. Moi, je viens des sciences politiques. J'ai travaillé dans le domaine des addictions au Conseil de l'Europe et là, ça fait 5 ans du coup que je suis au CCOMS et je coordonne des dispositifs qu'on vous présentera juste après qui s'appellent les conseils locaux de santé mentale, qui est un peu partout en France, mais voilà, je parle d'un regard non soignant de mon côté. Ok. Bon, moi je vous ai invité parce que vous travaillez au CCOMS, mais du coup il faut qu'on présente ce que c'est le CCOMS et vous le ferez beaucoup mieux que moi. Donc je vous laisse faire comment vous présenteriez la chose. Alors, je vais commencer, je laisserai Fanny compléter. Ouais. Le CCOMS, c'est l'acronyme de Centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé. Pour essayer d'expliquer ça de manière très simple, il faut comprendre que l'OMS déploie une politique de santé, une politique internationale de santé et donc une politique internationale de santé mentale. Et pour s'assurer que la politique de santé mentale de l'OMS puisse arriver ou teinter les politiques nationales dans les pays, eh bien, l'OMS s'appuie sur ses centres collaborateurs. Donc, c'est l'équivalent de centres relais. On pourrait dire qu'on est comme une interface ou une courroie de transmission entre la politique internationale de l'OMS d'une part et les politiques nationales ou le contexte législatif national français d'autre part. D'accord. Et Donc, juste, on agit. oui. Il y a des. Non, c'est moi. J'ai tendance à couper la parole. Je te Très laisse bien. finir. Vas-y, je t'en prie. Ah, oui. Du coup, il y a des CCOMS dans chaque pays. Alors, en fait, il n'y a pas des CCOMS dans chaque pays. L'OMS compte environ 800 CCOMS Mm. dans le monde, répartis dans le monde. Ils sont un peu moins d'une cinquantaine dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Et il y en a il y en a qu'un seul en France dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Il est basé historiquement à Lille depuis son émergence dans les années 70. D'accord. Fanny, des choses à rajouter? Ouais, peut-être pour avoir une idée de ce que c'est concrètement le CCOMS, on est une équipe d'une vingtaine de personnes et ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on a des profils tous très différents. Donc il y a des profils plus recherche, soins, donc pédopsychiatre, interne, psychiatre, psychologue, sciences humaines, politique, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye aussi de croiser ces savoirs-là avec ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, qui sont les savoirs des gens qui ont eux-mêmes des troubles psychiques. Mm. Donc, dans notre équipe, on a des collègues qui sont là au titre de leur savoir d'expérience de la maladie et des troubles psy. Et ça, c'est quelque chose voilà, tout n'est pas parfait, mais on essaye, on se donne les moyens d'avoir dans notre équipe des personnes directement concernées. Donc ça, c'est aussi une plus-value du CCOMS, de croiser tous ces regards et ça irrigue vachement notre manière d'agir et la philosophie qu'on porte aussi sur le terrain, ce croisement des expertises-là. Et peut-être, Déborah, ça je te laisse compléter, mais la petite partie historique est intéressante aussi à savoir comment on est devenu centre collaborateur de l'OMS, parce qu'il y a une histoire locale un peu spéciale sur l'île. Eh bien, allons-y. Oui, ça permet effectivement de bien comprendre pourquoi on est centre collaborateur et comment l'OMS désigne ses centres, parce qu'on pourrait se poser la question de savoir qui peut devenir centre collaborateur de l'OMS. En réalité, dans les années 70, à Lille,
il y a eu une transformation assez importante d'un service de psychiatrie adulte sous la responsabilité du docteur Jean-Luc Roland, qui à l'époque s'est insurgé contre les conditions asilaires d'hospitalisation dans un grand hôpital psychiatrique de la région lilloise. Et donc, il a beaucoup voyagé, il s'est inspiré de ce qui se passait dans les autres pays et notamment en Italie. Et donc, il a décidé de transformer le service, d'ouvrir les portes, de faire en sorte que les gens puissent bien vivre dans leur milieu de vie, retrouver des logements et quitter l'institution psychiatrique. Et donc, à ce titre-là, l'OMS a repéré ce qui se passait dans cette région et a désigné ce service de psychiatrie adulte comme un service de bon respect, en tout cas de respect des bonnes recommandations, des bonnes guidelines telles que l'OMS les préconise. Et c'est dans ces suites-là, il y a eu d'autres éléments liés à la recherche également, mais en tout cas, c'est l'élément historique le plus important qui permet de comprendre pourquoi on a un centre collaborateur de l'OMS en France et qui est basé à cet endroit. D'accord. Bon, parce que moi, si je vous invite, c'est parce que justement, l'OMS fait des recommandations sur la santé mentale qui s'éloignent un peu de ce qu'on appelle la psychiatrie telle qu'elle est organisée en France, ou du moins sur certains points. Alors, je dis pas que l'OMS dit qu'il faut éclater la psychiatrie, mais qu'il faut organiser la santé mentale autrement. Et donc, du coup, qu'est-ce que l'OMS y recommande en santé mentale qui ferait que, en fait, il faut changer la façon dont on organise le soin en France? Ouais, tu veux que je Ouais, c'est débute, large là. C'est large, c'est large. Et si on y passe une demi-heure, ça me dérange pas là. Non, enfin franchement, c'est assez. Alors les rapports que sort l'OMS, ils sont assez conséquents, mais ils sont pas si compliqués que ça à résumer dans les grandes lignes. En tout cas, ça fait partie de notre travail d'essayer de les vulgariser et de les synthétiser. Donc on devrait y arriver en moins de 10 Ouais, je minutes, vous fais t'inquiète pas. confiance. Mais là, c'est intéressant parce que ta question, donc tu nous demandes qu'est-ce que l'OMS préconise en matière de santé mentale. Dans les questions que tu avais envoyées, tu avais formulé à peine différemment et c'était intéressant justement cette formulation. Ah ouais, alors Tu je vais disais reprendre que comment j'avais formulé. non, non, mais Ouais, enfin, ouais. je peux y revenir, t'inquiète, mais Oui, tu disais que conseille l'OMS en matière de structure de soins. oui, Et en fait, de poser la question de cette manière, c'est une très bonne ouverture pour insister sur le fait que la première chose que dit l'OMS, c'est qu'il faut sortir d'une vision de la santé mentale qui est centrée sur le soin. Ça, c'est vraiment la première chose qui est hyper importante, parce que pendant très longtemps, en fait, quand on parlait de santé mentale, on parlait de psychiatrie. Et d'ailleurs, moi, c'est une question que je pose beaucoup. Moi, je travaille énormément avec les élus locaux. Quand je leur demande pourquoi vous voulez faire de la santé mentale sur votre territoire, qu'est-ce que c'est la santé mentale pour vous? Bah, eux, ils répondent avec le champ lexical de la psychiatrie. Ils parlent de dépression, de suicide, d'anxiété, etc. Donc, il y a encore une association qui se fait beaucoup entre la santé mentale, c'est la psychiatrie, et des politiques de santé mentale, c'est des politiques de soins. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut déconstruire, c'est l'idée qu'aujourd'hui, l'OMS, elle présente la santé mentale comme un continuum qui va en fait du bien-être, j'ai pas de problème, je me sens bien, jusqu'à la souffrance psychique, aux difficultés, mais qui sont pas forcément associées à des troubles psy. Par exemple, quand tu vis une situation de deuil ou je sais pas, que tu te sépares de ton conjoint, de ta conjointe, tu peux aller mal, pour autant tu serais pas forcément diagnostiqué avec un trouble psy. Donc il y a toute cette palette de souffrance psychique ou de difficultés. Et après, on arrive dans la partie les troubles psy, dont certains qui peuvent être sévères, invalidants. Mais c'est un continuum. Et en fait, l'OMS, elle explique que pour organiser nos politiques de santé mentale et notre système de santé mentale, il faut agir à tous ces endroits du continuum et donc pas juste se demander comment on organise les soins, comment on prend en charge les troubles psychiques, mais aussi comment on maximise les chances que les gens aillent bien, se sentent bien, comment on travaille les conditions de bien-être, comment on adresse les questions de souffrance psychique, même en dehors du soin ou d'un diagnostic posé. Et après, bien sûr, il y a la question de la prise en charge des soins. Mais ça, c'est une première chose qui est hyper importante. Et du coup, cette vision-là de la santé mentale en tant que continuum, ça a plusieurs implications, dont le fait qu'il faut voir en gros l'organisation du système de soins. Alors, pendant longtemps, elle a présenté ça sous forme de pyramide.
Là, Déborah va pouvoir nuancer un peu. Il y a des nouveaux schémas qui existent aujourd'hui dans les recommandations de l'OMS. Mais la pyramide, ça voudrait dire qu'il y a en gros 3 niveaux d'intervention et d'organiser notre système de santé mentale. Il y aurait un premier niveau qui serait les milieux de vie. Donc, commencer à s'interroger sur ce qui permet aux gens d'aller bien là où ils vivent, là où ils habitent, là où ils travaillent, là où ils étudient. Et donc, en termes de politique publique, comment on agit sur ces conditions de vie-là, dans les quartiers, dans les logements, etc. Mais pas que en termes physiques, il y a aussi comment est organisé le travail, comment sont organisées les conditions d'études, est-ce que les gens sont en situation de précarité ou pas, est-ce qu'ils vivent des violences, des discriminations. Donc ça, c'est vraiment un premier niveau, vraiment d'action au niveau des politiques publiques. Et les 2 niveaux suivants, je laisserai peut-être Déborah compléter, pardon. Il y a le niveau des soins, entre guillemets, de premier recours, et après seulement on arrive aux soins spécialisés. Je vous Mais laisse ça, gérer Déborah, le je temps te de laisse. parole entre vous deux, hein. Voilà. Ouais, Je ne sais ouais, pas vas-y, qui a quoi à dire, donc vous gérez. vas-y, je te laisse poursuivre. Non, non, mais juste pour compléter sur l'image de la pyramide, qui est effectivement un schéma. En fait, c'est un schéma que l'OMS a utilisé et avait rédigé à l'époque avec l'Association mondiale des médecins généralistes. Donc, c'est assez intéressant parce que, effectivement, l'OMS insiste beaucoup sur la graduation avec la base de la pyramide qui, avant même de pouvoir recourir à son médecin traitant, insiste sur la façon dont les milieux de vie peuvent s'organiser pour soutenir tout ce qu'ils appellent le self-help, l'autosupport, comment on permet aux personnes de se structurer aussi pour s'entraider et aller chercher de l'entraide avant d'aller chercher du soin. Et il y a une image qui est assez intéressante qui nous permet de comprendre le décalage entre la façon dont on déploie les soins en France et ce que l'OMS préconise, c'est que l'OMS nous dit souvent qu'on a la pyramide, soit on considère qu'on a une pyramide inversée, ou alors c'est comme si on avait la pyramide sur la pointe. En France, on a la pyramide à l'envers. Donc, pendant beaucoup d'années, on a privilégié les structures hospitalières. Donc, quand les gens n'allaient pas bien, on n'était pas forcément à même de savoir s'ils n'allaient pas bien, on n'était pas forcément à même de les repérer, de les aider précocement. Donc, potentiellement, les symptômes que l'on présente ou alors les difficultés que l'on rencontre sont de plus en plus importantes. On va, dans le schéma classique, on va dire, et qui est celui qui ne fonctionne pas bien, on va terminer aux urgences. Après les urgences, on va aller à l'hôpital. Et une fois qu'on est à l'hôpital, eh bien, c'est l'hôpital qui va décider de la bonne façon de faire se décroître, on va dire, les soins ou les rendre de moins en moins intensifs. Et donc ça, l'OMS nous dit que c'est vraiment prendre le système complètement à l'envers. Elle préconise strictement l'inverse. La logique voudrait qu'on soit très présent dans les territoires, que les équipes soient des soins mobiles. Alors c'est ce que disait Fanny, c'est qu'ils ont continué de faire évoluer leur modèle. Et après le schéma de la pyramide, ils ont même proposé un schéma, c'est très imagé, mais c'est un peu en araignée, c'est même presque un peu tentaculaire. Ils imaginent que la santé mentale, en réalité, ça devrait être un système de réseau. Donc ils insistent beaucoup là-dessus. Donc l'idée, c'est d'être très présent sur les territoires, d'avoir des ramifications majeures dans tous les secteurs de vie des personnes, de l'école pour les enfants jusqu'à les institutions de vie, d'hébergement pour les personnes âgées, en tout cas tout au long de la vie. La santé mentale et les services de soins sont susceptibles d'avoir des ramifications et être interconnectés, travailler en intersectorialité. Ça nous donnerait la possibilité d'être très très bon en repérage, de pouvoir repérer les personnes qui vont pas bien et de les aider de manière très très précoce, et plutôt de monter en intensité d'accompagnement, peut-être jusqu'à une intensité de soins si besoin, et vraiment rencontrer une structure hospitalière si on est vraiment sur un épuisement complet des ressources personnelles et des ressources préalables qui ont été mises en place par les systèmes de soins. Donc, en gros, oui. Si Ouais. je comprends bien, en tant que néophyte, j'essaie de résumer pour voir. Au lieu que on attende que les gens aillent pas bien et aillent dans un hôpital qui est surchargé et que de toute façon il y a trop de gens qui vont pas bien pour que ça soit géré, il faudrait qu'il y ait des gens qui gèrent la santé mentale un peu partout et qui permettraient de prendre en compte les différentes problématiques le plus rapidement possible avant que ça parte en vrille. Sachant que moi, par exemple, j'ai des patients, leurs problèmes, et ça fait des dizaines d'années qu'ils durent en fait. Donc le but, ça serait de prendre des problèmes dès que le problème apparaît. Par contre, du coup, comment ça se passe concrètement? Parce qu'on ne peut pas mettre un psy dans chaque école. Ou du coup, c'est qui est responsable de cette ramification? Alors,
peut-être, ça peut être intéressant juste pour illustrer ce qu'on vient de dire, parce que là, Oui, effectivement, c'est un idéal, c'est les recommandations de l'OMS. Donc, oui, comme tu dis, il y a un décalage, on se dit, mais concrètement, comment ça se passerait? On disait en introduction qu'en tant que centre collaborateur de l'OMS, on a des programmes, des outils qu'on essaye de déployer sur le terrain pour justement mettre en application cette vision-là et ces grands principes qui peuvent paraître un peu hors sol ou utopiques. Peut-être que Déborah, je peux présenter les conseils locaux de santé mentale en quelques mots et puis après tu oui. présenteras les autres programmes pour que tu vois un peu à quoi ça pourrait ressembler quand tu dis mais concrètement qui s'en occuperait. Donc les conseils locaux de santé mentale, il y en a 300 en France à l'heure actuelle, il y en a une centaine qui sont en train de se monter et déjà 300 qui sont bien implantés. Donc, c'est des conseils locaux, au sens où c'est implanté dans des territoires locaux. Ça peut être une ville, ça peut être une dizaine de villages qui se rassemblent, ça peut être une intercommunalité. Donc, ce qu'on met derrière local, c'est plus ou moins souple, mais en tout cas, c'est au niveau des milieux de vie des personnes. Et un conseil local de santé mentale, c'est en gros une instance au sein desquelles des professionnels divers se rassemblent et dans lesquels on va retrouver notamment tous les professionnels du soin. Donc, on va avoir des professionnels de la psychiatrie, des psychologues, des médecins généralistes, mais aussi des élus locaux. Ça, c'est hyper important, c'est faire travailler le soin avec la politique. Et du coup, ça permet de mettre en application sur le terrain la vision qu'on présentait juste avant, de dire, mais attends, concrètement, si on veut appliquer cette pyramide, qu'est-ce que ça donnerait? Ben, on disait que le niveau 1 de la pyramide, c'était déjà s'assurer que l'endroit dans lequel les gens vivent, dans les milieux de vie, les politiques publiques tiennent compte de l'impact que ça peut avoir négativement ou positivement sur la santé mentale des gens. Et donc, mettre les élus locaux autour de la table, c'est déjà se demander est-ce que les gens y vivent dans des conditions dignes? Est-ce que dans les écoles, on travaille, je ne sais pas, sur les compétences psychosociales, qui sont des outils en gros de communication pour exprimer ses émotions, etc., pour dès les plus jeunes âges donner aux enfants des outils pour comprendre ce qui se passe en eux, comment ils en parlent, est-ce qu'ils arrivent à communiquer là-dessus? Est-ce qu'en matière, je ne sais pas, de santé mentale des étudiants, au niveau de la ville, au niveau des politiques publiques, on peut s'assurer qu'ils ne vivent pas dans des conditions précaires avant de mettre des psys dans toutes les universités ou toutes les écoles, comme tu disais. Ça, c'est un truc que je dis tout le temps aux élus. Quand ils disent, ouais, on va faire des campagnes de pub dans les universités pour dire que la santé mentale, c'est important, qu'il faut en parler. Je dis toujours, mais déjà, est-ce que les étudiants, ils ont de quoi manger? Et est-ce qu'ils vivent dans des logements de Crous qui ne sont pas moisis? C'est la première chose à se demander. Et du coup, quand tu dis concrètement qui s'en occupe, comment ça marche, dans les 300 conseils locaux de santé mentale qu'il y a en France, qui mettent autour de la table et des pros du soin et des politiques et des pros, je sais pas, de la justice, du sport, de la culture, du social, du médico-social, des associations, c'est en fait se poser ces questions-là. Où sont les besoins et qui y répond à quel niveau? Parce que les soignants ne peuvent pas agir seuls. Comme tu dis, toi, tu as des patients, tu les vois depuis 10 ans. Si tu les vois depuis 10 ans, c'est qu'il y a une part de leurs problèmes qui t'échappe en tant que psychologue et sur lesquels tu ne peux pas agir. Donc, est-ce qu'en mettant d'autres pros autour de la table, on aurait des moyens d'action, tu vois, sur ces déterminants qui vont impacter la santé mentale des gens? Donc en fait, quand tu dis qui s'en occupe, je laisserai à Déborah la tâche de présenter le système de soins tel qu'il existe actuellement. Mais en fait, tout le monde pourrait s'en occuper, tout le monde devrait s'en occuper, ou alors tout le monde s'en occupe déjà un peu, mais sans forcément en être conscient, sans forcément être outillé pour et sans avoir les moyens pour. Mais en soi, n'importe qui pourrait agir à différents niveaux. Donc, on pourra y revenir si tu as besoin d'exemples plus concrets, peut-être sur les conseils locaux de santé mentale, mais ça, c'est déjà une partie de la réponse. Non, par contre, je comprends du coup, comme tu parlais du bas de la pyramide, que du coup les élus locaux soient importants, parce que c'est finalement au niveau politique et au niveau de l'organisation de la ville qu'on peut avoir Tout à beaucoup fait. plus d'effets sur la santé mentale que en récupérant des patients qui sont flingués depuis longtemps. Donc je Bah oui. comprends du coup que les élus locaux soient importants là-dessus. Et apparemment, Déborah avait plus de choses à dire sur l'organisation du soin, donc je vais la laisser parler. Non, mais juste pour compléter effectivement ce qu'a Ouais. dit Fanny, elle a dit quelque chose de très important sur le fait que les soignants ne pouvaient pas répondre seuls. Mm. Et ça, c'est quelque chose sur lequel l'OMS insiste beaucoup. Il ne s'agit pas de dire, parce que parfois ça fait un peu peur, ça effraie un peu d'imaginer que l'OMS
réduit à peau de chagrin la place de la psychiatrie, des soins, etc. C'est pas tellement ça son discours. Mais par contre, ce que dit l'OMS, c'est que il faut qu'on soit capable de mieux travailler en transversalité, de mieux travailler en intersectorialité. Parce qu'en fait, la psychiatrie, on peut plutôt la représenter comme un outil dans une boîte à outils que la personne va venir chercher, mais elle peut mobiliser beaucoup d'autres choses que la psychiatrie tout au long de sa vie. D'ailleurs, quand l'OMS nous redonne les chiffres et nous dit qu'il y a 1 personne sur 4 qui vit avec des troubles de santé mentale vie entière, en réalité, quand on regarde la file active de quelques millions sur les 70 millions que nous sommes en France, la psychiatrie est loin de voir tout le monde. Donc, à l'évidence, il y a beaucoup d'autres personnes qui agissent. Alors, comme le dit Fanny, soit sans s'en rendre compte, en tout cas de manière non structurée. Mais c'est pour ça que l'OMS appelle aussi à une approche intersectorielle pour dire, vous devez identifier, alors il ne s'agit pas de mettre des psys partout, puisque justement, ce n'est pas le travail de la psychiatrie, mais l'OMS nous conseille de travailler dans les milieux de vie des personnes pour essayer de limiter l'incidence des troubles. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on agisse sur les déterminants socio-économiques de santé. Et à cet endroit, ce n'est pas la psychiatrie qui fera le travail, c'est effectivement les élus, c'est l'éducation nationale, c'est les bailleurs sociaux pour s'assurer que les gens vivent dans des logements décents, c'est ceux qui vont pouvoir lutter contre l'exposition à la maltraitance ou au traumatisme dans l'enfance, l'exposition à l'adversité dans l'enfance, parce qu'on sait qu'en matière de santé publique, c'est bien tout ça qui va générer à l'âge adulte l'émergence de troubles de santé mentale. Donc, sur le qui fait quoi, c'est vraiment très important d'imaginer qu'on est sur un continuum, effectivement, de l'état de santé mentale à l'émergence des troubles, et puis on est sur un continuum tout au long de la vie. Et ça, l'OMS insiste aussi beaucoup là-dessus, quoi. Donc, l'approche intersectorielle et le fait de déployer, alors Fanny a parlé des élus locaux, mais le fait de déployer des politiques de santé mentale qui soit structuré dès le national pour s'assurer que ce maillage, ce réseau puisse se faire et puisse arriver dans les milieux de vie des personnes, parce que tout, dans un idéal, tout devrait être structuré. Après, je voulais juste rajouter quand même un dernier truc avant qu'on passe aux questions qui suivent. C'est vrai que dans le modèle de l'OMS, c'est aussi très important de dire que, Fanny en a parlé aussi, mais il y a une place très importante qui est faite au savoir expérientiel et au fait de donner la parole aux personnes qui vivent elles-mêmes avec des troubles de santé mentale. Et ça, c'est aussi très important. Dans les conseils locaux de santé mentale, c'est pas un espace d'échange ou de dialogue entre des professionnels qui viendraient décider de ce qui est de mieux pour les gens. C'est là où il y a toute la force de cette concertation locale qui invite les citoyens à venir dire voilà ce dont on a besoin pour nous, qui invite les personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale et leurs aidants, leurs proches, leurs familles, pour dire voilà ce dont on a besoin pour nous. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent au même moment de la qualité des soins qu'on amène à la personne et de la qualité de son logement et de la façon dont on l'aide à recréer du lien social et de la façon dont on va l'aider à lutter contre son isolement, etc., etc. Et c'est quand on aborde les choses de concert qu'on participe le mieux au parcours de rétablissement des personnes. En tout cas, c'est comme ça que l'OMS préconise le déploiement des soins de santé mentale en France et ailleurs. Alors, j'avais plusieurs questions, notamment les politiques nationales, mais j'y reviendrai après parce que ce n'étaient pas des questions prévues. Et vu que je suis fatigué, que je pars en vrille quand je parle, je vais garder les questions qu'on avait prévues. Donc, question qu'on avait prévue, c'est que moi, il y a plein de psys après mes vidéos qui sont venus me voir en disant « Ok, c'est super, mais moi, je fais quoi? Parce que moi, j'ai mes patients en libéral ou alors en institution. Mais du coup, je peux faire quoi pour faire plus ou faire différemment ?» Et du coup, tout le monde est paumé pour savoir où ils doivent aller. Donc, si j'ai bien compris, ils pourraient aller voir vos centres de... je sais jamais le dire là. Conseils locaux de santé Voilà, mentale. ils pourraient aller voir les conseils locaux et essayer de voir là-bas comment s'insérer là-bas et avoir des idées là-bas, c'est ça? Bah ouais, parce que, alors on pourra y revenir à concrètement qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi, parce que là tu pars du point de vue des Oui, professionnels du voilà. soin, des questions que se posent les psychologues, mais la question elle peut être posée plus largement, mais en tout cas clairement pour tes collègues psychologues, c'est totalement possible de voir s'il y a un conseil local sur son territoire. Donc on a une carte, peut-être que je pourrais te la renvoyer, on a une carte type Google Maps sur laquelle tu zoomes sur notre site où tu peux voir sur ton territoire ce qui existe ou pas avec un contact, une personne à appeler si ça t'intéresse.
Et en fait, en tant que psychologue, si tu te sens frustré de te dire mais là j'accompagne des gens où en fait le problème il me dépasse parce que ce qui fait qu'il va pas bien c'est que je sais pas il a un enfant en situation de handicap et il y a zéro soutien pour accompagner son enfant et du coup en tant que mère, en tant que père il en souffre ou alors il vit dans un logement insalubre et c'est impossible de se sentir bien dans ces conditions. Et ben dans ces cas-là ce que tu peux faire c'est dans le cadre d'un conseil local, c'est tout à fait possible de dire, mais en fait, moi, sur tous les patients que j'accompagne, énormément d'entre eux vont mal pour des questions liées au logement. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Et ça, au niveau des 300 conseils locaux qui existent en France, les groupes de travail sur le logement, ils sont en haut de la liste. C'est une problématique qui revient tout le temps. Et là, bah, il y a un dialogue à ouvrir avec l'élu au logement de la ville, les bailleurs sociaux, comme disait Déborah, et trouver des solutions. Et là, nous, on voit plein d'actions concrètes qui se mettent en place tout le temps sur ces questions-là. Et d'ailleurs, la question du logement, pour la petite histoire, est intéressante parce qu'on a reparlé de l'historique, ce qui s'était fait à Lille dans les années 70-80. Un des premiers conseils locaux de santé mentale, il a émergé parce que le chef de pôle de psychiatrie de Lille, qui est le prédécesseur de Déborah, était allé chercher les élus de Lille en disant mais moi j'ai trop de personnes hospitalisées qui en fait en soi pourraient retourner dans un logement avec un petit peu d'accompagnement médical, mais seraient mieux chez elles à vivre en autonomie. Juste elles n'ont pas les moyens en termes d'accompagnement administratif, financier. Vous, en tant qu'élu, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? La ville de Lille avait mis à disposition plusieurs centaines de logements sur demande de ce chef de psychiatrie. Et donc, en tant que soignant, que tu sois psychologue ou psychiatre, je pense que de t'insérer dans ce type de réseaux locaux où tu vas comprendre un peu qui fait quoi, vers qui je peux orienter mes patients qui ont telle problématique, etc., ça te permet d'élargir ta palette de solutions à proposer à tes patients. Donc ouais, ça, c'est déjà une première solution de s'insérer dans du collectif et de ne pas rester en 1v1 avec ton patient. Et après, tu disais que bah, c'est plus large, donc on pourrait élargir la question. C'est n'importe qui Oui, voudrait faire quelque chose, est-ce qu'il va dans ce conseil local? Ou alors il y a tout à d'autres fait. instances. Ben, moi, c'est mon travail, les conseils locaux. Alors après, il y a bien sûr d'autres choses qui existent. Ça, c'est qu'un outil parmi d'autres. C'est pas la solution, la seule et unique solution. Mais je me disais que si on posait la question, peu importe qui regarde cette vidéo, peu importe sa profession, ou même s'il n'a pas de travail, juste en tant que citoyen, citoyenne, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut s'investir sur ces questions? Pour moi, il y a trois niveaux, entre guillemets, Hmm. d'action. Il y a un premier niveau qui est vraiment individuel, de commencer là où on est. En fait, ce qui fait que beaucoup de gens vont mal aujourd'hui, c'est aussi ben, les regards, c'est dû aux regards négatifs qu'on porte sur les questions de santé mentale. C'est tous les stéréotypes, les regards stigmatisants qu'on met sur les gens qui vont mal. Et ça a pour implication le fait que les gens osent pas en parler, se renferment, cherchent pas l'aide dont ils ont besoin. Donc je pense qu'à un niveau purement individuel, la première chose qu'on peut faire pour s'investir, c'est déjà s'interroger sur nos propres biais, se demander comment on prend soin de nous, mais aussi comment on prend soin des gens autour de nous, comment on les écoute. Est-ce qu'on met en place un climat favorable qui fait que si on va mal, ben, nos proches oseront en parler, etc. Donc je pense qu'il y a déjà cette question de partir de là où on est et se demander quel regard on porte sur ces questions. Et là-dessus, Déborah pourra aussi parler des regards stigmatisants que peuvent avoir les professionnels du soin aussi, c'est intéressant. Mais ensuite, en tant que professionnel, que moi je sois prof, que je travaille dans le social, que je travaille dans le sport, dans la culture ou dans, je sais pas, le système judiciaire, en fait, je suis en lien avec des personnes qui vont pas forcément bien. Et ça peut être super intéressant de se mettre dans des réseaux collectifs type les conseils locaux pour dire, je sais pas, bah moi en tant que prof d'histoire, je vois des élèves qui vont pas bien et je sais jamais quoi faire, je sais pas comment les orienter, je sais pas comment leur en parler. Est-ce que je dois leur poser des questions ou est-ce que c'est pas mon rôle? Et donc se mettre dans des collectifs, c'est aussi un moyen de s'outiller et de comprendre où on peut agir de notre place. Et dans les conseils locaux, il y a vraiment tous les professionnels que je viens de citer là. C'est pas du tout élu psychiatrie, c'est hyper vaste. Donc ça, c'est très intéressant, même en tant qu'association ou quoi. Et c'est même ouvert aux citoyens. Tu peux y aller juste chose qui marche pas Ah, dans notre juste, système. il y a Ouais. Internet qui a coupé là, 30 secondes. Ah, Donc ça m'a coupé quand tu disais oui, n'importe quel citoyen peut y aller.
Voilà. Ouais, Donc, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Ça, oui. c'est ce qu'il faut retenir. Juste en tant que personne qui habite sur le territoire, tu peux participer à des actions ou à des réflexions. Et je disais que le dernier niveau, au-delà de déjà se demander enfin, ce qu'on peut faire nous dans nos vies, avec nos proches, etc., et ensuite en tant que professionnel, pour moi, il y a un dernier niveau qui est intéressant. C'est un niveau où on va plus s'outiller politiquement parce que, en fait, je trouve que ça peut un peu faire peur quand on dit qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent pas au niveau individuel, mais au niveau politique. Et que, en fait, si aujourd'hui beaucoup de gens vont mal, c'est parce que le système tel qu'il existe ne permet pas aux gens d'aller bien, parce qu'il y a trop d'inégalités, il y a trop de précarité, on ne trouve pas de sens dans notre travail. Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là. On vit des violences sexistes et sexuelles, il y a des discriminations. Enfin, les problèmes sont larges et nous dépassent. Mais en même temps, moi, je fais souvent le parallèle avec la crise climatique. Je trouve qu'on est passé d'injonction à il faut trier ses déchets, moins prendre l'avion. Donc, on remettait la responsabilité sur les individus. À aujourd'hui, on est beaucoup plus outillés collectivement à comprendre qu'en fait, ça se joue dans des sphères de pouvoir qui nous dépassent et que la pression, elle est à mettre aussi sur nos décideurs. Et pour la santé mentale, c'est un peu pareil, j'ai l'impression. On est passé d'injonction à faut prendre soin de soi, faut pas trop scroller, il faut boire beaucoup d'eau, il faut prendre l'air, etc. En fait, si vous allez mal, c'est pas forcément de votre faute, c'est compliqué d'aller bien dans ce système. Et je pense que rien que d'avoir une grille de lecture commune de cette problématique-là, même si on se dit, bah ouais, mais du coup, on fait quoi? On va mettre la pression comment sur l'État, comment on agit sur les politiques publiques. Rien que d'en être conscient, c'est hyper important parce que ça enlève la responsabilité des individus et ensuite, ça donne les clés ou en tout cas l'envie de s'outiller collectivement et de réclamer des choses aussi au niveau politique. Donc voilà, au-delà de passer à l'action, je pense que juste avoir une grille de lecture commune sur ces questions-là, c'est hyper important. Du coup, Déborah, tu as quelque chose à rajouter sur qu'est-ce que pourrait faire quelqu'un qui a envie de s'investir là-dedans? Oui, oui, alors c'est en même temps que j'écoutais Fanny, et en même temps que je me demandais comment j'allais répondre à la question, il y a d'autres éléments qui me sont venus en tête, mais Ouais. parce que c'est vrai que, par exemple, alors moi je suis responsable d'un pôle de psychiatrie adulte, donc Mm. voilà, je suis à l'hôpital public. Je rencontre ses difficultés, mais je rencontre aussi ce qu'elle est capable de faire de très bien, cette institution publique, dans l'accompagnement des personnes. Et c'est vrai que, par exemple, je me demandais quelle était la propension. Si on respecte la pyramide de l'OMS, on a un vrai devoir d'ouverture des structures de soins en psychiatrie, écrire des courriers, faire des lettres de sortie. Alors la charge administrative peut paraître parfois un peu lourde, mais cependant, on sait que pour aller vers ce système-là, il faut que les gens se parlent. Il faut que les gens, quand l'OMS dit appel à l'intersectorialité, je pense qu'au niveau individuel, en tant que professionnel, ça veut dire aussi ma propension à aller, et c'est pour ça que la notion de grille de lecture commune amenée par Fanny est quand même hyper intéressante. Je pense qu'on peut se l'appliquer aussi, c'est essayer de tendre vers un cap commun. Et on sait que pour y arriver, il faut se parler. Je me demande, voilà, je connais les efforts du public pour aller vers le tissu de soutien et de soins, l'offre de soins libérale, l'offre d'accompagnement libéral, la médecine générale, etc. Mais je me demandais, je ne sais pas quels sont les psychos ou les psys qui viennent vers toi pour te demander, mais moi, comment je peux faire, etc. Je me demande, par exemple, si quand on est installé en tant que psychologue libéral, on a bien conscience du territoire sur lequel on se trouve. Est-ce que je sais sur quel secteur de psychiatrie publique je suis installée? Est-ce que je connais l'offre de soins libérale qui est autour de moi? Et est-ce que parfois je me mets en contact avec le secteur de psychiatrie publique pour croiser les accompagnements? Parce que en fait, on essaie de construire des parcours. Bon, on ne va pas revenir sur le débat relatif à mon soutien psy, mais on sait qu'il y a des choses qui sont organisées pour faire en sorte de répartir les accompagnements, de vidanger un peu les centres médico-psychologiques à certains endroits. Mais c'est vrai que je me dis que l'approche intersectorielle à l'échelle individuelle professionnelle, eh ben, c'est un gros sujet. Et peut-être que déjà en tant que professionnel installé en libéral ou dans une structure, la connaissance de son territoire, l'existence d'un conseil local de santé mentale, la connaissance de la sectorisation de la psychiatrie publique sur l'endroit où on est installé, à mon avis, ça permettrait de créer des ponts qui, à mon avis, sont pas négligeables dans l'accompagnement des personnes et dans la façon dont on peut soutenir leur parcours. Et enfin, le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est effectivement la posture. Alors, une fois encore, on a des chiffres,
Je ne les connais pas dans le libéral, je ne sais pas si ça a déjà été fait ou auprès de la population psychologue en tant que telle, mais on sait que les soignants sont les plus grands pourvoyeurs de stigma, par exemple. Et on sait que la stigmatisation et la discrimination, donc ça c'est le sujet de l'OMS depuis les années, depuis plus d'un demi-siècle maintenant, elle insiste beaucoup sur la stigmatisation. C'est pas un vœu pieux, hein, mais on sait que le stigma, c'est trop de retard aux soins. Alors c'est très délétère déjà sur le plan humain. On sait que le rejet social de l'autre, c'est pas quelque chose qui est très, très, très joli à voir. L'exclusion sociale entrave clairement les parcours de rétablissement des personnes. Mais paradoxalement, on sait que c'est les soignants qui sont les plus grands pourvoyeurs de stigma. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant de s'interroger sur les comportements stigmatisants qui sont les nôtres, sur qu'est-ce que je mets à disposition de la personne pour l'accompagner vers des structures d'auto-support, de ressources annexes qui peuvent aller venir un peu entraver les postures de jugement et de stigma. Et peut-être que ça fait le lien avec le troisième point auquel je pense pour qu'est-ce que je peux faire moi en tant que professionnel. Je ne sais pas aussi quelle est la propension, comme je parle du territoire et de la connaissance du territoire d'exercice de chacun, je ne sais pas quelle est la propension ou la connaissance de chacun des professionnels pour donner des ressources aux personnes. C'est des ressources qu'on véhicule dans le secteur public de manière très, très hétérogène. Donc, je me dis que c'est pareil pour les autres circuits d'accompagnement. Mais il existe beaucoup de choses pour venir en soutien des familles. Il y a des associations nationales de familles aidant de personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Il y a des programmes d'entraide. Et ça existe. Il y a des cellules départementales, il y a des cellules d'écoute régionales qui existent. Je me dis que si tout le monde a cette grille commune de on va vers le fait que la responsabilité est l'affaire de tout le monde, quel que soit l'endroit où se trouve la personne, quel que soit le professionnel que la personne rencontre, eh bien, on devrait aussi avoir une vision commune de toutes les connaissances et ressources qu'on a sur le territoire. Et ça, ce troisième point, c'est le niveau d'information de chacun. C'est ce qu'on appelle la littératie en santé mentale, comment je m'informe moi en tant que professionnel et du coup, comment je m'assure de permettre à la personne que j'accompagne d'atteindre le plus haut niveau d'information pour elle-même. Et donc, ça passe notamment par le fait de se connecter, de s'appeler entre structures et de pouvoir pousser des ressources qui sont à disposition et de connaître les sites d'information notamment, quoi. Ouais, parce que est-ce qu'il y a une liste de ces cellules d'écoute et de listes d'information? Parce que moi, patient comme professionnel de santé, personne ne sait où chercher. Et le fait de contacter les différents professionnels, ça marche pas. Moi, par exemple, j'avais contacté 25 médecins, il y en a qu'un qui a répondu pour qu'on fasse des trucs ensemble. Donc du coup, je ne sais pas où en fait il faut aller pour avoir son territoire, le connaître, savoir où il y a les assistants sociaux, quelles cellules d'aide il y a. J'ai appris il n'y a pas longtemps, moi, qu'il y avait une cellule d'aide pour les femmes battues. J'en avais absolument pas l'existence, c'était noté nulle part. Donc où est-ce qu'on va pour avoir ces informations? Je donne des premiers éléments de réponse. Malheureusement, Oui. j'ai pas de réponse magique et malheureusement, il n'existe pas d'annuaire auto-actualisé quotidiennement, région par région. Par contre, je pense alors, il y a des spécificités de territoire et il y a des spécificités locales. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que la connaissance de son territoire, elle est indispensable. Par contre, il existe quand même maintenant les projets, les PTSM, donc les projets territoriaux de santé mentale, qui réunissent des acteurs qui peuvent avoir à portée de main les coordonnateurs de PTSM ont une très bonne connaissance de leur territoire. Et eux, ils sont très en lien avec l'ensemble des structures, donc les structures qui rassemblent les médecins généralistes, les structures qui rassemblent les professionnels. Donc, je me dis que maintenant, s'il y a au moins une chose à aller faire, c'est contacter le coordonnateur du projet territorial de santé mentale, parce que c'est une personne qui est susceptible de donner des contacts et de vraiment avoir les ressources, sachant que ça va une fois encore, il y a des PTSM qui sont en plus ou moins bonne santé, quoi, si j'ose dire. Mais en tout cas, je pense que c'est au moins un numéro, le coordonnateur du PTSM, faut l'avoir. Alors, il n'y a pas d'accompagnement individuel, mais par contre, je suis convaincue qu'il peut y avoir un relais d'information et de l'existant des structures d'annuaire en annuaire en fonction des territoires. Après, il y a d'autres ressources qui existent, qu'on pourra te donner aussi, qui sont des listings plutôt nationaux. Quand je parlais de l'Association nationale des familles et amis de personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale, je pense à l'UNAFAM. Quand on va sur le site de l'UNAFAM, on a toutes les cellules d'écoute et tous les contacts des personnes par département.
Donc, je pense qu'il y a quand même des listings qu'on pourrait, voilà, qu'on pourrait se faire par territoire avec l'aide des conseils locaux de santé mentale. Mais ça, je laisserai Fanny compléter parce que je sais qu'il y a des choses qui ont été faites aussi via les CLSM. Et heureusement, on a quand même des dispositifs qui commencent à se structurer par région et qui permettent de pouvoir centraliser un peu l'information. Même si aujourd'hui, voilà, il n'y a pas d'annuaire complet par territoire, par région, par département, par quartier. On sait que maintenant, il y a des personnes identifiées en tant que coordonnateurs d'acteurs d'une politique de santé mentale sur un territoire. Et on augmente les chances de pouvoir avoir les informations en une fois. Et après, sur les 25 médecins que tu as contactés, je me demandais si tu avais contacté le secteur public, enfin le secteur de psychiatrie. J'ose espérer qu'ils t'ont répondu. Je ferai pas de commentaires. Alors non, il y a en 10 ans là d'exercice dans mon territoire, il y en a une qui m'a répondu il y a 2 mois. J'étais très content. Ça bouge, hein. Ouais, c'est. C'est voulu. Et non, mais c'est bien parce que du coup, je sais que la recherche et l'organisation collective, c'est un coût cognitif énorme. Donc plus on le simplifie, plus c'est simple pour les gens. Donc si on peut avoir des listes, moi ça m'arrange. Si les gens savent où aller chercher les listes, c'est important. Et après, je sais pas, j'aurais une autre question sur les patients eux-mêmes, mais je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Fanny, là-dessus. Ben, sur les listes, en vrai, tu peux quand même aller, en tout cas au niveau national, il y a un site public d'information au niveau national qui s'appelle Psycom, Hmm. Psycom, et ils ont notamment un onglet S'orienter, les lignes d'écoute, et là, tu as une liste mais énorme par type de spécificité. Bah, justement, est-ce que tu cherches des lignes d'écoute pour prévention pédocriminalité, personnes confrontées au racisme, personnes qui ont des maladies autres que santé mentale et qui impactent leur santé mentale. Donc, tu as vraiment une liste énorme, et là, pour le coup, c'est centralisé. Donc, sur Psycom, ça, c'est un exemple, par exemple. C'est un exemple de liste où tu as tout qui est centralisé. Voilà. Mais sinon, je suis d'accord avec Déborah, se mettre en lien quand même avec des réseaux locaux, parce que tu dis que tu as contacté plein de médecins généralistes. Typique, s'il y a un conseil local sur un territoire, normalement, dedans, les professionnels qui sont impliqués dans ce réseau, c'est des gens qui sont motivés à travailler en collectif Oui. et à faire des trucs. Donc, il y en a souvent pas énormément, des médecins généralistes, mais il y en a toujours quelques-uns. Et parfois, il suffit de 2, 3 personnes avec qui tu peux bosser pour débloquer certaines choses. Oui, c'est ça. Mais par exemple, ben, les conseils locaux, j'ai appris l'existence après mes vidéos quand Fanny m'a contacté parce que il y avait jamais eu plus qui a été fait dessus. On savait pas que ça existait. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo ici. Si ça peut permettre aux gens de connaître et de s'investir, tant mieux. Et du coup, j'avais une autre question, c'est pour les patients. Parce que là, ce que font les patients, souvent, c'est ils vont mal, ils vont voir le médecin ou le psy et ils vont directement dans le système de soins. Dans un système avec ramification, quelqu'un qui va mal, il va où en fait? Il va voir ses amis, il va avoir des centres, il va voir le soin. Ça se passerait comment pour les patients? Ou alors c'est les gens qui les repèrent et qui les envoient? Concrètement, ça donne quoi? Tu veux démarrer, Déborah? C'est- C'est exactement. Vous avez 4 heures. Ouais, quand tu es arrivé tout à l'heure, c'est exactement la question sur laquelle on était en train de débattre. Ouais. C'est pas évident de projeter un idéal comme ça. Alors, quand tu dis effectivement, là, les gens vont mal et ils vont voir leur psy, quand tu dis psy, tu parles de psychologue ou de psychiatre? Je parlais de soins de manière générale, que ça De soit le manière médecin générale. généraliste, c'est je vais mal, ou alors c'est le réflexe des gens, ben, va voir un psy, va voir le médecin, en fait, dès qu'il y a le moindre problème. Mm. Bah, alors, il faut quand même. Nous, l'idée qu'on porte, c'est que le repère via la médecine de ville et la médecine générale, elle reste quand même extrêmement Mm. importante parce qu'on sait que c'est un pivot, que jusqu'alors, c'est pas stigmatisant d'aller voir son médecin traitant et qu'on peut continuer de bien vivre, bien fonctionner. Voilà. Après, c'est que dans un idéal, alors ça dépend bien sûr des problèmes rencontrés par les personnes, mais peut-être qu'on peut prendre, je vais prendre un exemple, comme ça c'est plus simple. On a eu des problèmes d'inondation majeures dans le Nord. Il y a eu masse de personnes qui, du jour au lendemain, comme beaucoup d'autres en France et ailleurs, ont perdu leur logement et ont eu des pertes financières sèches
sur des prêts en cours. Voilà, c'est une perte de sa maison, plus le prêt, plus l'épargne, voilà la catastrophe. Il y a eu pas un mot d'ordre, mais il y a eu comme une forme d'injonction qui a été faite dans la région à la psychiatrie pour savoir si on pouvait recevoir les gens qui étaient angoissés, qui n'étaient pas bien. Donc la psychiatrie a sans doute refusé. C'est pour dire, mais attendez, en fait, la psychiatrie ne peut pas répondre à ça, avec quelqu'un qui ne va pas bien. Donc c'est pour ça que c'est difficile de lisser et d'avoir un modèle idéal. Il faut quand même qu'on arrive à avoir la compréhension de ce que serait le besoin des gens. Mais typiquement, je me dis, dans un système qui est bien pensé et qui est idéal, bon, là, il est évident que ce dont ont besoin les gens, c'est plutôt d'avoir des groupes de parole et réunir les habitants entre eux qui ont perdu leur maison pour pouvoir échanger sur la façon dont ils vont pouvoir se retourner, qu'il y ait des réseaux d'entraide et de solidarité organisés par la ville. Alors, je ne sais pas, moi, avec... souvent, ça arrive, c'est le plus simple à faire d'organiser des gymnases qui permettent d'héberger les gens. Mais ce qu'on leur a dit, c'est que nous, on peut intervenir s'il y a un traumatisme vécu, parce qu'à un moment donné, on sait que c'est des choses qui sont à déboulonner pour être sûr que la personne ne développe pas de troubles de santé mentale plus ou moins sévères avec des troubles anxieux et puis vraiment un retentissement sur le fonctionnement. Mais ce qui va aider les gens à J2, J3, J5, J7 dans le premier mois, c'est bien qu'ils puissent avoir un élan de solidarité citoyen entre les habitants. Mais ça peut aussi se matérialiser par ce type de choses. Une personne qui perd sa maison du jour au lendemain, on ne va pas lui dire ouais, tu n'arrives plus à dormir, va prendre un hypnotique et va voir ton psychiatre, tu vas réussir à dormir. Pas du tout. Parce que la cause du problème sera toujours la même. Donc c'est vrai que ça a posé des questions très importantes, par exemple, alors qui sont très politiques et qu'on ne va pas débattre ici, mais de la compétence santé aux élus ou de la compétence solidarité aux élus. Pour avoir en tête que si on veut pouvoir aller voir quelqu'un dans un monde idéal, et ben on a toute la base de la pyramide qui serait hyper déployée. Ça veut dire qu'on aurait un centre communal d'action sociale qu'on peut aller voir, qui est hyper connecté aux médecins traitants, qui est hyper connecté à tout un tissu associatif qui pourrait venir en aide à la personne parce qu'on va lutter contre son isolement, on va lutter contre le fait qu'elle a perdu son logement, son emploi. Et c'est tous ces réseaux d'entraide et qui peut se trouver soit, oui, vers de l'associatif, du collectif de citoyens, un conseil local de santé mentale. Donc, c'est plutôt ce maillage-là. Donc, c'est que c'est un peu dur de l'exprimer de manière très concrète pour dire vous allez pouvoir aller là, à tel endroit. Mais en tout cas, tous les lieux de déstigmatisation, d'entraide sur des horaires élargis qui sont pilotés par la ville et mis à disposition des habitants en tant qu'habitants avant d'être mis à la disposition de quelqu'un de malade, parce qu'en fait, si la personne est un patient, elle est peut-être déjà identifiée comme étant dans un parcours de soins, mais je pense que quand l'OMS parle de la base de la pyramide, c'est de ça dont elle parle. C'est imaginer aller vers des structures associatives, des structures d'entraide, des structures publiques. Je parle du CCAS parce que c'est des structures qui sont hyper investies dans le parcours de soins, et d'accompagnement des personnes. Donc ça pourrait ressembler à ça. Je sais que c'est pas hyper concret là en l'état parce que de toute façon en plus il y a des endroits où ça existe de manière plus ou moins efficiente. Par ailleurs, il y a des endroits aussi où ça fonctionne très bien. Et le médecin traitant reste quand même oui, pour moi, un pivot. Et puis après, il ne faut pas aussi oublier, c'est ça qu'on n'en a pas parlé, mais vous trouverez toutes les lignes d'écoute sur le site de Psycom, qui est maintenant l'organisme officiel d'information reconnu par le ministère. On sait qu'on fonctionne aussi beaucoup maintenant avec le numérique, tu es mieux placé que nous pour le savoir. Mais il y aurait aussi ça, il y aurait toute cette combinaison, je pense, de pouvoir appeler la nuit si je ne vais pas bien, de me tourner vers les structures associatives. Et d'aller voir le médecin traitant pour coordonner tout ça. Parce qu'il y a aussi la coordination qui pourrait faire de ne pas laisser les gens dans des espaces trop cloisonnés d'accompagnement et de soins. Ouais, si je comprends, l'idée, c'est pas d'enlever le médical, mais c'est qu'en fait, le médical soit pas la seule source pour apporter des solutions aux problèmes, mais qu'il y ait tous les acteurs qui puissent être là et aider la personne en fonction de son problème et en fonction du territoire, parce que les territoires n'ont pas les mêmes problèmes, en fait. Exactement. C'est pour ça qu'on promeut, nous, l'action au local, parce qu'en fait, qu'on fait des conseils locaux, parce que pour nous, d'un territoire à l'autre, que tu sois sur un territoire hyper rural, avec une population majoritairement de personnes âgées, où le problème principal, c'est qu'il n'y a pas de service public ou que les gens sont isolés, c'est pas la même chose que dans un territoire avec plein de quartiers prioritaires, surtout des questions de précarité et beaucoup de jeunes. Enfin, tout ça doit être adapté en fonction des besoins de la population et des réalités locales. Et peut-être pour compléter ce que dit Déborah, moi, je ne savais pas au début comment répondre à cette question. Et en fait, je pense que le mieux, c'est de partir de choses qui existent déjà. Où moi j'ai quand même des remontées d'actions hyper intéressantes qui se mettent en place
dans les territoires et qui sont déjà un peu l'illustration de fonctionnements différents, de comment les gens peuvent trouver le soutien dont ils ont besoin quand ils vont mal. Je pense par exemple à une ville qui avait identifié un besoin, pour le coup, qui était qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en souffrance psychique. C'est les assistantes sociales qui avaient fait remonter ça au niveau de la ville en disant, nous, on voit tous les jours des gens en souffrance, on essaye de déstigmatiser la santé mentale, de leur dire d'aller voir un psy, mais ils veulent pas parce que eux-mêmes, ça leur fait peur, ils disent, je suis pas fou, j'ai pas besoin. Deux, même quand ils voudraient, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens et qu'ils trouvent pas de rendez-vous. Trois, ils savent pas vers qui se tourner. Bref, c'est compliqué. Et du coup, la ville a mis en place un dispositif qui s'appelle Soupape, où en gros, il propose aux assistantes sociales d'encourager les personnes qu'elles accompagnent qui ont l'air d'être en souffrance psychique ou d'avoir un trouble psy, juste de donner leur accord pour qu'un psy les contacte. Et du coup, si les personnes disent oui, un psychologue rémunéré par la ville appelle ces gens et leur dit, bah voilà, sur accord de votre assistante sociale, on m'a dit que vous aviez des difficultés, est-ce qu'on peut se rencontrer, sachant que ça peut se faire au centre social où vous avez l'habitude d'aller, ça peut se faire chez vous, moi je peux venir chez vous si vous le souhaitez, et c'est gratuit, c'est pris en charge par la ville, parce que la ville a débloqué un fonds, au niveau politique, pour le coup, c'est les élus qui ont voulu donner les moyens pour que ça se fasse, et là tu te rends compte le nombre de barrières qui tombent, t'as pas à te demander quel psy tu vas voir, on t'appelle directement, c'est gratuit, t'as pas à aller dans un lieu où tu te dis ouais c'est un CMP, c'est pas pour moi je suis pas fou, enfin ce que des gens peuvent entendre. Là on me dit je viens chez vous, on boit un café, on discute. Ou alors le centre, vous le connaissez, on se retrouve dans ce centre ou dans tel café de la ville. Et du coup, ça c'est un bon exemple de réorientation du soin, où c'est plus aux gens d'aller chercher, mais le système est pensé à partir des besoins identifiés par les pros du territoire pour que ce soit simple pour les gens. Donc ça, c'est un exemple. Mais un autre exemple totalement différent pour s'éloigner un peu du soin qui illustrerait ce que feraient des gens qui vont mal dans un système qui fonctionnerait plus en réseau. Par exemple, dans le 93, où là, il y avait zéro moyen, où les élus avaient dit, nous, on ne pourra pas forcément mettre d'argent typique pour des consultations gratuites. Il y avait un gros besoin qui était remonté de plein de parents qui ont des enfants en situation de handicap et qui se sentaient laissés à eux-mêmes. Et ils en souffraient, ça leur faisait de l'anxiété, c'était compliqué. Du coup, la ville a dit, on n'a pas forcément de moyens, mais ça peut être intéressant de proposer à tous ces parents de se rencontrer, juste déjà pour échanger, pour pouvoir parler de ce qui ne va pas, de leur souffrance, et en fait de se sentir reconnus parce qu'ils vont échanger avec des parents qui vivent la même chose. Et au début, c'était juste un groupe de parole où les parents pouvaient se rencontrer et trouver du soutien, pour le coup, entre pairs. PAIR, et ensuite, en fait, ils se sont organisés. Et ils ont pu demander aux élus, par exemple, un de nos besoins, c'est que nos enfants, ils n'ont pas de structure sportive adaptée à la mobilité réduite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un truc sur le territoire pour ça? Et en fait, tu peux te dire, ouais, ils n'ont pas vu de psy, ça n'a pas tout réglé. Mais rien que le fait de proposer des espaces, du temps dédié, animés par une personne, groupe de parole, plus ensuite de reprendre le pouvoir sur leur situation parce qu'ils ont pu s'organiser et faire une demande très concrète aux élus qui a été entendue, ça, c'est un moyen en fait de prendre soin de la santé mentale des gens sans qu'il y ait eu des moyens énormes. Et ça, j'en ai un catalogue comme ça, tu vois, d'actions qui vont du sport à la culture avec des problématiques hyper diverses où ils ont essayé de s'organiser au local pour Non, mais trouver c'est très bien des... parce que si un jour vous écrivez un livre sur ce type d'initiative, je prends et je fais la pub parce que il y a plein de gens qui cherchent des idées, mais après il faut être créatif aussi, il faut savoir trouver les idées, il faut s'y mettre à plusieurs. Donc Ouais. il y a plein d'idées à piocher chez les autres conseils locaux ou les autres territoires en fait. Après, ça, on n'a pas écrit de livre, mais nous, du coup, on gère la coordination nationale de ces conseils locaux et on a ces catalogues d'actions. Ouais. Toi, tu peux me dire, là, il n'y a pas longtemps, on nous a contactés pour des idées sur le logement. J'ai pu envoyer, parce qu'on a des remontées de terrain de ce qui se fait, je ne sais pas, une trentaine d'idées d'actions qui sont déjà mises en place sur le territoire, avec les contacts de toutes les villes où ça a été mis en place, pour que les gens puissent dire, cette action spécifiquement, elle me parle, j'appelle, je leur demande comment ça s'est fait, comment ils sont organisés, combien ça a coûté, et on voit si ça peut se faire. Et ça, j'ai sur toutes les thématiques d'action. Donc, je pourrais t'envoyer les liens, et si tu veux mettre Je veux bien, en ou ressources dans alors ta oui. vidéo. Je veux bien les liens pour les gens. Après, moi, je peux te contacter directement, mais pour les gens, ça sera mieux qu'ils aient les liens de ça. Ouais. Euh, Juste, vous avez été très clair, je trouve. Est-ce que je peux poser une question qui n'était pas prévue, mais qui m'est venue Bien tout sûr. à l'heure? Parce que tu as parlé de politique nationale, et du coup, le CCOMS, c'est public.
Oui. Ah. Tout à fait. Bon, moi je vois ce que vous essayez d'organiser, à quel point ça peut aider les gens et à quel point bah, l'OMS, ils n'ont pas tort en disant qu'il faut réorganiser la santé mentale au niveau de tout le monde. Par contre, d'un autre côté, au niveau national, il y a plein de politiques publiques qui sont passées qui vont bah, changer les déterminants bah, sociaux et ce que vivent les gens et qui vont pas dans le sens de la santé mentale en fait, de manière générale. Du coup, est-ce que bah, les politiques nationales viennent vous faire chier vous pour votre travail ou alors est-ce qu'il y a des débats entre vous au niveau politique sur quelle politique nationale avoir. Bon, si ça vous implique et que vous allez vous mouiller, vous faire détester de vos collègues, vous pouvez vous taire. Voilà. Mais j'avais besoin de savoir bah, comment on s'organise quand en fait bah, l'institution pour laquelle on travaille détruit notre travail sur un autre aspect en fait. Mm. Bah non, non, on peut y répondre vraiment en toute transparence et c'est très bien, je pense qu'on en parle en réalité. Alors nous, pour être très clair, le CCOMS, il a comme siège administratif l'hôpital public. Oui. Donc on est rattaché à l'EPSM, un établissement public de santé mentale, Lille Métropole. Parmi les programmes que l'on porte, on n'a pas présenté les outils, mais on travaille sur beaucoup d'outils, alors dont les conseils locaux de santé mentale, mais il y en a d'autres, qui sont financés effectivement en partie par les services de l'État. Donc, il y en a un, notamment, c'est surtout la Direction générale de la santé, donc c'est le ministère de la Santé et le ministère de la Ville, qui sont nos deux interlocuteurs pour le financement de nos programmes. Après, tu as entièrement raison, on est dans un système où la gouvernance, il manque une gouvernance, mais d'ailleurs l'OMS insiste beaucoup là-dessus. En fait, l'OMS travaille déjà, il faut le savoir, avec tous les pays. Quel que soit, on sait qu'il y a des pays qui sont très coercitifs, en matière de respect des droits, en matière de santé mentale, de stigma. Mais l'OMS a comme posture de dire on travaille avec tout le monde, parce que l'idée, c'est de toujours avancer, etc. Donc, je crois que nous, en tant que centre collaborateur, on fait exactement pareil. On travaille avec tout le monde. Et même si, effectivement, on a en ce moment une politique qui est susceptible de créer les inégalités ou de renforcer des déterminants péjoratifs de santé mentale, et ben, je crois qu'on n'a pas d'autre objectif à atteindre que de ne jamais s'arrêter de travailler. D'accord, oui, je Donc, en vois. fait, c'est comme ce sont des luttes perpétuelles. Donc, il faut on va toujours mettre le dialogue au centre de notre travail, on va toujours montrer le plaidoyer politique et le nôtre, on va toujours essayer d'avoir un pouvoir de conviction auprès des décideurs. Donc, les espaces de dialogue sont clairement ouverts. Enfin, on rencontre assez fréquemment nos interlocuteurs de la Direction générale de la santé. Ils savent exactement l'endroit où on se trouve. Par ailleurs, la gouvernance en tant que telle, c'est déjà hétérogène, parce que tout le monde n'est pas d'accord entre ceux qui ont un gros pouvoir décisionnel et ceux qui sont nos interlocuteurs. En réalité, voilà, certains ne sont pas forcément convaincus aux mêmes endroits par les mêmes choses. Donc, on a des appuis à certains endroits, mais le but, c'est de vraiment de continuer de faire une information très éclairée, très sourcée, parce qu'on commence aussi à avoir des chiffres que l'on peut pousser aux décideurs. Même si là, les décisions qui sont prises récemment ne vont pas forcément dans ce sens-là, mais on sait que les interventions de santé publique, elles sont efficaces. On sait que quand on agit, on commence à avoir de la littérature maintenant là-dessus pour dire quand on agit sur les déterminants sociaux de santé chez les tout petits et les très jeunes, quand on intervient sur l'aide à la parentalité, la lutte, je le disais en plan d'introduction, la lutte contre l'adversité, les traumas, etc., on sait que les gens sont moins malades à l'âge adulte. Donc ça, c'est des choses qu'on dit beaucoup aux décideurs, de dire, mais en fait, le système de santé, on doit le basculer vers un système de prévention. Bah, même si les décisions qui sont prises ne sont pas là-dedans, nous, on ne va pas considérer qu'on est cassé, mais on va considérer que c'est le travail d'un centre collaborateur de l'OMS, comme l'OMS le fait auprès des pays et des décideurs au niveau national. On a ce devoir d'information, de plaidoyer perpétuel jusqu'à faire s'infléchir la personne qui sera convaincue qu'il est nécessaire de le faire. Ouais, d'accord, ok. Bon, ça m'a paru clair. Fanny, tu as quelque chose à dire dessus? Ouais, bah, c'est une question qu'on se pose beaucoup au CCOMS, telle que tu l'as posée là. C'est des débats, nous, qu'on a en interne. Nous, on essaye de trouver l'équilibre jusqu'où on peut aller tout en restant bah, dans un devoir de réserve qui est celui bah, que tu as quand tu travailles dans la fonction publique. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Jusqu'où on va et où est-ce que notre action nous semble efficace. Moi, j'avoue qu'à titre personnel, bah, j'ai mes opinions politiques, bien sûr, et je trouve énormément de sens dans mon travail parce que j'ai l'impression justement de pouvoir aller outiller plein de professionnels, plein de citoyens ben, en termes politiques aussi, pour qu'ils comprennent où ils se situent eux et puis ben, ce qu'on est en mesure de demander, d'attendre, etc.
Et je pense que c'est hyper important. Enfin, moi, je sais que comme un de mes interlocuteurs, parmi les interlocuteurs que j'ai au quotidien, c'est des élus locaux, c'est très satisfaisant pour moi de pouvoir poser les questions dans les termes qu'on a posés là aujourd'hui. Tu vois, de dire, bah, aujourd'hui, si 60%, enfin, à minima 50% des déterminants de la santé mentale, ils sont économiques, sociaux, vous, en tant qu'élu local, vous le conscientisez comment? Comment vous vous situez par rapport à la politique nationale? C'est des discours qu'on a de manière très, très ouverte avec les gens sur le terrain. Donc, c'est hyper intéressant. Et moi, je me situe dans la même lignée que Déborah, dans le sens où bah, on essaye de convaincre. Et on essaye de convaincre avec des chiffres, avec les rapports de l'OMS, avec la littérature scientifique. Et du coup, bah oui, actuellement, les choses sont pas hyper rassurantes à plein de niveaux au niveau national, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'outiller les gens pour lutter, défendre leurs droits et s'inscrire dans un mouvement collectif qui va dans le sens de cette littérature et de ces données-là. Donc voilà. Mais après, ce qui est peut-être une dernière chose qui est intéressante à dire, c'est que en tant que CCOMS qui reçoit des fonds publics, mais en même temps, on n'est pas service de l'État directement. On reçoit des financements du ministère, mais on n'est pas service de l'État. Moi, je trouve que c'est une posture intéressante à garder en tête de se dire, en fait, ça les intéresse de travailler avec nous parce qu'on a aussi un regard, une approche un peu différente. S'ils veulent pas entendre des choses parfois un peu dérangeantes ou qui ne va pas 100% dans le sens bah, de ce que porte le gouvernement, bah, juste ils ne nous financeraient pas, ils demanderaient au service de l'État de décliner la politique de santé mentale, mais c'est tout l'intérêt de travailler avec un CCOMS, qui a aussi un regard international, etc. Donc je trouve que c'est un équilibre qui est pas simple à trouver, mais ouais, on reste dans le dialogue et on essaye de convaincre et d'argumenter. Ouais. Mais pour l'instant, on vous laisse votre liberté d'approche, de ce que je comprends. Ouais, Ouais. Toujours, Ok. toujours, tout à fait. ouais. Bon. Bien sûr. Moi, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou pas? Bah, s'il reste 5 minutes, on s'était dit avec Déborah, Oui. selon le temps, moi je trouve que ça aurait été intéressant de parler peut-être de un ou deux autres outils très concrets qui ne sont pas les conseils locaux de santé mentale et sur lesquels peuvent s'appuyer les acteurs de terrain que nous on déploie partout en France qui peuvent être intéressants. Donc je sais pas si Déborah, tu veux dire un mot sur le programme Quality Rights ou sur les médiateurs santé pair, mais je pense que ça peut être utile. Ouais. Moi, je ne sais pas comment ce sera exploitable effectivement dans tout ça, mais Bah, vous verrez. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous me direz, mais profitez du temps que vous avez. Vous faites ce que vous voulez. du coup, on prend ces 5 minutes-là. Merci, merci Fanny. C'est bien je pense qu'on ait l'occasion d'en dire un mot dans les outils que l'on déploie, parce que du coup, voilà, le CSMS est cette interface et donne les moyens, en tout cas tente de donner les moyens de conduire le changement. Et pour ce faire, bah, effectivement, il faut de l'information, de la formation, de l'accompagnement, mais de l'accompagnement outillé. Et donc, à côté des conseils locaux de santé mentale, on a 2 autres programmes qui répondent directement aux valeurs de l'OMS et à la façon dont elle pense les systèmes de soins de santé mentale. C'est qu'il y a 2 choses qui sont très importantes à avoir en tête, qui sont les caps, enfin, qui est l'horizon, on va dire, ultime de l'OMS. En tout cas, qui est une boussole pour elle de l'organisation des soins de santé et de santé mentale. Le premier, c'est le respect des droits des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale. Et on sait que, alors, et c'est pas qu'en France, et c'est historique parce qu'on vient d'une approche, alors en France spécifiquement, mais très asilaire, très institutionnalisée, etc., où pendant de très nombreuses années, et c'est encore malheureusement le cas dans beaucoup d'établissements de santé, et pas que le sanitaire, également le médico-social, eh bien, être pris en charge dans une institution de soins telle qu'un hôpital psychiatrique, c'est voir ses droits entravés. Donc, c'est très très large. Ça peut être la liberté d'aller et venir dans un établissement, ça peut être la possibilité de jouir de ses effets personnels, son portable, son chargeur, parce qu'il y a toujours une balance faite entre sécurité des soignants, respect des droits. Et donc, c'est un équilibre que les soignants ont du mal à trouver dans leur milieu de soins et dans les pratiques professionnelles. Et donc, l'OMS a déployé un outil qui s'appelle le programme Quality Rights, qui permet de proposer des observations in situ dans des établissements auprès d'équipes volontaires pour aller regarder de manière un peu, avec nos 5 sens, nous dit l'OMS, toute une liste de critères qui pourraient aider les équipes à proposer un état des lieux, comme un rapport d'étonnement,
et à nous permettre de faire des préconisations en fonction de ces critères-là. Il y en a 116 qui sont issus d'une convention qui est très importante pour l'OMS, qui est la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap, qu'on ne connaît pas bien en France, mais pourtant que la France a ratifié en 2010. Et c'est un outil qui est vraiment très, très intéressant, qui nous permet de composer une équipe, voilà, une équipe d'observateurs. Alors, elle est composée de personnes directement concernées qui vivent avec des troubles de santé mentale. Ça pourrait être des psychologues aussi qui sont intéressés. Donc, s'il y a on n'en a pas parlé, mais si des professionnels sont intéressés pour s'investir, ils peuvent être formés à devenir observateurs et faire partie d'une équipe d'observateurs en tant que professionnels dans une démarche Quality Rights, des administratifs, des proches aidants, des psychiatres. Bon, voilà, on essaie vraiment d'avoir les regards multiples pour permettre d'avoir une délégation d'observateurs pour faire une observation pendant 2-3 jours sur site, d'émettre des préconisations, d'émettre un rapport et de proposer des mesures à prendre qui sont des actions qui sont extrêmement concrètes pour les équipes de soins pour tendre vers des pratiques professionnelles plus respectueuses des droits. Donc ça, c'est un exemple, c'est une démarche qui est assez complexe et qui d'ailleurs se complète par des modules de formation qui sont en cours de déploiement par le centre collaborateur de l'OMS. Et ça, c'est un programme qui est déployé à l'échelle mondiale en réalité. Et donc chaque pays se saisit et le CCOMS en France est désigné par l'OMS pour le déployer en France et en francophonie. Est-ce que, Fanny, tu veux compléter sur le QR ? Non, je pense que c'était. Enfin, je sais pas si Pierre, toi, tu as des questions, si c'est clair. Non, c'était très clair. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis juste très très content d'avoir des initiatives concrètes. Parce que souvent sur Internet, il y a des yaka faucons et il faut faire ça, mais on sait jamais comment. Donc, pour une fois que un établissement pourrait dire, bon, j'ai qu'à faire ce programme et puis essayer de voir comment je peux améliorer le traitement des personnes, moi, je trouve ça super bien. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple très concret. Et le deuxième outil qu'évoquait Fanny, qu'on n'a pas abordé, qui est intéressant aussi, c'est le déploiement de la pérédance professionnelle. Donc c'est l'idée de pouvoir proposer à des personnes qui ont un vécu de troubles de santé mentale, quels qu'ils soient, de pouvoir se professionnaliser et d'intégrer les équipes de soins. Donc le CCOMS porte un programme depuis maintenant plus de 10 ans. C'est depuis 2012, on a commencé par proposer un diplôme universitaire à l'époque et maintenant c'est une licence qui trouve 2 lieux de formation possibles, un à Paris et un à Bordeaux, et qui propose une licence qui porte un nom bien spécifique qui est la licence médiateur de santé pair, donc les MSP, qui se forment en un an dans des terrains de stage tout en suivant une formation pendant un an et qui est un programme qui est soutenu par l'Organisation mondiale de la santé. On sait que la pérédance professionnelle se déploie vraiment partout en France. C'est vraiment la possibilité de pouvoir faire se rencontrer les savoirs professionnels, les savoirs théoriques amenés par les professionnels et les savoirs qu'on nomme expérientiels, qui sont les savoirs issus du vécu de l'expérience. Et on sait maintenant qu'on commence à avoir une littérature assez importante sur la valeur de ces savoirs expérientiels et on est maintenant sûr que pour pouvoir correctement accompagner les personnes, il faut proposer des soins de qualité qui répondent à leurs besoins. Et il faut être capable d'identifier ces besoins. Et pour identifier ces besoins, il faut laisser la place il faut permettre au savoir expérientiel de pouvoir s'exprimer. Donc, le plus difficile, c'est de savoir comment on fait pour donner la parole. C'est un des moyens. On peut faire participer les personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale quand elles ne sont pas professionnelles dans les services, mais on peut aussi les professionnaliser et faire en sorte qu'ils soient nos collègues à part entière dans les équipes de soins. Et maintenant, il y a 200 médiateurs de santé pair qui sont déployés sur le territoire en France. Voilà. Donc et ça, pour le coup, c'est intéressant à 2 endroits. C'est un, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont un vécu de troubles psychiques et qui seraient potentiellement intéressants pour se professionnaliser à ce titre et intégrer des équipes soignantes, maintenant ils savent que ce type de formation existe. Et c'est intéressant pour tous les professionnels qui aussi peut-être sont intéressés pour diversifier leurs équipes et intégrer des médiateurs santé pair. C'est aussi possible de contacter le CCOMS et de dire comment j'intègre un médiateur dans mon équipe, par où je passe, comment j'en trouve, etc. Nous, on accompagne. Et globalement, peut-être que c'est une bonne conclusion.
s'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a dit, tu disais, moi, je peux vous contacter directement, mais on peut aussi mettre des liens. Nous, on prend n'importe quelle sollicitation. Enfin, tous les jours, on reçoit des appels d'un professionnel sur un territoire qui veut rejoindre un conseil local qui ne sait pas comment le trouver, d'un élu qui veut agir pour la santé mentale qui ne sait pas par où commencer, de personnes qui ont des troubles psychiques qui veulent participer sur leur territoire, ils ne savent pas quels sont les espaces dans lesquels ils peuvent le faire. On a aussi cette mission-là de service public, de répondre à toutes les demandes, mail, téléphone, et on oriente, quoi. On donne des réponses, des solutions, donc Non, mais c'est c'est tout à très fait bien parce possible. que je voulais vraiment que les gens, après mes vidéos, il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit qu'est-ce que je peux faire. Et j'étais aussi paumé qu'eux pour leur répondre, parce que moi, c'est organisé à un niveau local, mais très peu d'organisation. Donc c'est bien comment on ait une réponse concrète pour tous les gens qui ont envie de faire quelque chose et s'organiser. Donc, bah, merci d'avoir accepté de venir t'expliquer tout ça.